Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Stanislas Guérini, bonjour. Bonjour. Alors à 7 mois de la présidentielle, la justice invite une nouvelle fois dans la campagne avec la mise en examen, c'était vendredi, d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise sanitaire. Alors les juges sont-ils vraiment dans leur rôle ou n'est-ce qu'une sorte de populisme judiciaire? Jusqu'où peut aller cette judiciarisation de la vie politique? Cette offensive des magistrats place-t-elle la France aux avant-postes ou à l'arrière-garde de la démocratie et peut-elle aussi perturber la présidentielle? Une élection présidentielle d'ailleurs qui agite en tout cas tous les états-majors, à gauche, à droite, chez les écologistes comme à l'extrême droite, où le cas Zemmour perturbe le jeu, notamment le jeu de Marine Le Pen. Faut-il prendre la candidature de Zemmour au sérieux et comment y répondre? Alors pour commencer, Stanislas Guérini, que vous inspire la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui et aussi son placement sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre? Moi, vous savez, d'habitude, je ne commente quasiment jamais les affaires de justice. Je pense que c'est d'ailleurs une règle assez saine dans la vie du pays. Mais, j'entends qu'il y a un mais. Oui, il y a un mais. Oui. Je trouve cette mise en examen profondément gênante. Pourquoi? Il faut réaliser que Agnès Buzyn est la seule ministre ou ancienne ministre au monde, aujourd'hui à ma connaissance, à être mise en examen dans une crise contre une pandémie qui est encore là, encore en cours, alors qu'elle était ministre au tout début de cette pandémie. Elle l'est pour mise en danger de la vie d'autrui dans une crise qui a mis en danger en réalité 7 milliards de personnes. Dans une crise où aucun dirigeant au monde, de Donald Trump qui conseillait à un moment donné de prendre de l'eau de Javel, Bolsonaro qui a complètement méconnu les dangers de cette crise, aucun dirigeant au monde n'est en réalité dans la position d'Agnès Buzyn aujourd'hui. Alors, oui, comment c'est vous expliquez profondément ça? gênant. Comment vous expliquez Et une ça? mise en examen qui doit reposer sur la violation délibérée d'un règlement ou d'une loi. Et en réalité, il n'y avait tellement rien dans le dossier de violation délibérée d'un règlement ou d'une loi qu'ils sont allés chercher son décret de nomination. C'est-à-dire que sur le principe même qu'elle soit ministre, elle est aujourd'hui mise en examen dans cette crise. Oui, je trouve ça gênant. Il y a une judiciarisation de la vie politique qui est, au fond, gênante pour pouvoir agir en responsabilité, prendre des décisions. Cette crise, nous y avons fait face. Elle était absolue, inconnue. Tous les gouvernements ont fait face, ont pris des décisions, parfois peut-être commis des erreurs, mais avec les informations dont ils disposaient à chaque instant. Donc oui, cette décision, me semble-t-il, est gênante et elle empêche la démocratie aussi de fonctionner la façon dont elle doit fonctionner, c'est-à-dire avec des responsables politiques qui sont responsables devant des électeurs. Elle empêche la démocratie de fonctionner, elle empêche de gouverner tout simplement? C'est des questions qu'il faudra bien évidemment se poser pour la suite. Quand des responsables politiques doivent avoir à chaque instant, au fond, l'idée qu'il y a une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de leur tête, je pense que ça doit tous nous interroger sur la capacité qui est donnée aux responsables politiques de pouvoir prendre des décisions. Et particulièrement, je le disais à l'instant, dans des crises où tout est inconnu. Au fond, cette pandémie, nous ne la connaissions pas, nous n'en connaissions pas les caractéristiques. Il y avait à l'époque des recommandations de l'OMS, puisque la question des masques semble être centrale dans la procédure judiciaire, qui disait que les masques n'étaient pas nécessaires. Les responsables politiques, au fond, suivaient les recommandations de l'OMS à ce moment-là, et ont refait, au fond, le film de cette pandémie quelques mois après. En clair, vous nous dites, 20 mois après, on juge ce qui s'est passé il y a 20 mois, alors qu'à l'époque, on ne savait pas ce qui allait avec les se produire. informations dont nous disposons aujourd'hui, et fort heureusement, dès l'instant où on a compris que les masques étaient nécessaires, étaient utiles dans la gestion de cette crise, les recommandations des pouvoirs publics, en France comme ailleurs, ont immédiatement pris en compte cette information-là. Mais au début de cette crise, vous vous en souvenez très bien, l'OMS disait que les masques n'étaient pas utiles. Alors, au passage, après on revient sur Agnès Buzyn, mais une question précise. Faut-il considérer que les leaders des manifestations anti-pass et anti-vax du samedi, c'est-à-dire notamment Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan ou encore François Asselineau, mettent en danger la vie d'autrui, ont-ils des vies sur la conscience? Oui, je le crois. Vous croyez quoi? Qu'ils ont des vies sur la conscience? Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui
à l'instant où on se parle, où on sait de façon scientifique que le vaccin sauve des vies, protège nos concitoyens, continue à affirmer le contraire, continue à inciter un certain nombre de nos concitoyens à ne pas se protéger, à ne pas se vacciner. À ne pas respecter le pass sanitaire aussi. Hein. Respecter le pass sanitaire. Mais plus grave encore, ne pas se vacciner. Oui, ceux-là ont une immense responsabilité parce que à chaque personne qui les aura écoutés, qui aura fait le choix de ne pas se vacciner, eh bien, il y aura une responsabilité et peut-être un mort au bout du compte. Ça veut dire qu'ils ont... La question, c'était, est-ce qu'ils ont des morts? Est-ce qu'ils peuvent avoir des morts sur la conscience? Mais quand on compare les situations d'une ministre dont on parlait à l'instant, qui a pris des décisions, s'est battue tout au long de cette crise, et puis des gens qui disent « ne vous vaccinez pas, ça ne sert à rien », les choses semblent évidentes. Oui, ils ont une responsabilité immense aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire... Ah, pardon, je vous ai interrompu. Non, je voudrais revenir un instant sur Agnès Buzyn. Non, on va revenir. J'ai une question à vous poser, après on va revenir sur Agnès Buzyn. Est-ce que des plaintes contre Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan ou encore François Asselineau pour mise en danger de la vie d'autrui sont envisageables? Moi, je ne suis pas pour la judiciarisation à outrance. Non, mais là, vous dites qu'ils peuvent avoir des morts sur la conscience. Ouais. Ces gens-là doivent être balayés de la vie politique. Mais il y a aussi l'avocat Divisio. Hein. Pas par les juges. Pas par les juges, par les électeurs. Vous savez, quand j'entends Martine Vonner à l'Assemblée nationale... Mais c'est qui était En Marche. Hein. Mais c'est ce que je voulais précisément vous dire. Parfois, j'ai honte, en réalité. Et je vous dis ça de façon très sincère, parce que cette personne-là, c'est nous, initialement, qui l'avions investie, parce qu'on ne savait pas. Quand je vois ce qu'elle est devenue, le discours qu'elle tient aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale, oui, parfois j'ai honte. Vous avez honte parce que la meilleure réponse possible, ce sont les électeurs qui doivent l'apporter et qui doivent balayer ces personnalités qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire, du champ de la scène politique française. Le cas Martine Vonner, ça veut dire, hein, c'est plus juste une petite question de relance, c'est qu'il y a eu des erreurs de casting en 2017 quand vous avez choisi les députés. Hein, en réalité, extrêmement peu nombreuses, mais celle-là, oui, elle est bien visible, malheureusement. Alors, donc sur la possible plainte contre les personnes qui mènent ce combat anti-vax, anti-pass. Je ne veux pas tenir à votre micro des propos dénonçant l'ultra-judiciarisation de la vie politique de notre pays et dire en même temps que la réponse, c'est d'attaquer. Mais en tout cas, vous dites qu'ils peuvent avoir des morts sur la conscience. La responsabilité première, oui, je ne mâche pas mes mots contre ces responsables-là. Je pense que leur parole, malheureusement, peut influencer des gens. D'ailleurs, vous voyez bien les témoignages de personnes qui, dans les hôpitaux, disent « je faisais partie d'une manifestation anti-pass sanitaire, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas se vacciner, et aujourd'hui j'ai attrapé cette maladie, je le comprends mieux, et j'invite chacun à se vacciner ». On devrait beaucoup plus passer ces témoignages-là que les responsables politiques qui n'en ont d'ailleurs que le nom, parce qu'en réalité, ce sont des irresponsables. D'ailleurs, Florent Philippot n'a pas été élu, et non plus Asselineau. Seul Nicolas Dupont-Aignan est député. Alors, d'ailleurs, par rapport on revient à la mise en examen d'Agnès Buzyn, est-ce que, puisque vous vouliez en reparler, selon vous, mais j'ai quelques questions de toute façon, est-ce selon vous une atteinte à la démocratie au principe de séparation entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique? Encore une fois, je ne suis pas pour que les hommes et les femmes politiques ne puissent pas répondre mais là, on de leurs actes. parle d'Agnès Buzyn. Et parfois, il y a évidemment des justifications à ça. On pourra parler de la Cour de justice de la République. Mais je crois que dans ce cas précis, quand on regarde ce qui justifie une mise en examen, c'est-à-dire, je le disais il y a quelques instants, la violation délibérée d'un règlement ou d'une loi, je crois qu'évidemment, il y a lieu de s'interroger sur la chaîne de conséquences de ce type de procédure. Donc, par rapport à l'avenir de la vie politique, et d'ailleurs, vous parlez Cour de justice de la République, c'est Emmanuel Macron qui voulait la supprimer. Ça n'a pas été fait parce que la révision constitutionnelle n'a pas pu se faire. Oui, et François Hollande avant lui, en 2012, nous-mêmes dans notre programme présidentiel en 2017. Mais donc, est-ce qu'on doit la supprimer? Est-ce que ça doit faire partie, par exemple, on va en parler tout à l'heure, du projet présidentiel du futur candidat Macron? Mais vous voyez comme le débat politique parfois se construit. Je vais vous répondre ici que oui, je crois qu'il serait nécessaire de supprimer la Cour de justice de la République pour que justement les responsables politiques ne bénéficient pas d'une forme de justice d'exception. Et que quand
les faits le justifient, il puisse être jugé devant des tribunaux comme n'importe quel justiciable. C'était le cadre de notre projet de 2017. Ouais. Et d'ailleurs, nous n'étions pas les premiers Ouais, à ouais. porter cela. Mmh. Mais en vous disant ça aujourd'hui, on va donner l'impression qu'au fond, c'est une réaction à l'affaire Buzyn. Et vous dites, c'est pas ça. C'est tout sauf une réaction à l'affaire d'Agnès Buzyn, puisque nous portions ce projet et nous avons d'ailleurs cherché à le mettre en application dans la réforme constitutionnelle au début du quinquennat. Donc ce que je pensais au début du quinquennat sur la CJR, je continue de le penser aujourd'hui. Et je suppose que Mais Emmanuel ça n'est Macron... pas lié à la Ouais. dernière actualité sur l'affaire Agnès Buzyn. Et vous êtes en contact régulier avec le président de la République. Je suppose que le président de la République Il pense m'arrive toujours d'échanger avec aujourd'hui ce qu'il pensait en 2017. Son avis sur la question n'a absolument pas changé. Donc il est pour la Et suppression encore de la une Cour fois, de justice de la non République. pas pour protéger Mmh. les responsables politiques, mais justement pour faire en sorte qu'on ne donne pas à nos concitoyens l'impression qu'il y a une vitesse à deux temps, une justice pardon, à deux vitesses pour l'ensemble, face à l'ensemble des justiciables. Justice toujours, est-ce que cette mise en examen d'Agnès Buzyn, c'est la confirmation, ou ce n'est pas la confirmation, d'une dérive très lourde de la justice? Moi, je ne veux pas alimenter Ouais. ce Très bien. procès contre la justice. Je trouve qu'il est profondément malsain. La justice, elle a besoin d'être défendue. Mmh. Elle a besoin de moyens. Nous lui donnons aujourd'hui des moyens de façon inédite. Mmh. Songez un instant que depuis le début du quinquennat, Mmh. le budget du ministère de la Justice, il a augmenté de plus d'un tiers. Voilà, je crois que ça, Et là, on c'est ne parle pas du budget, une on parle des information. relations Oui, mais, entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique. La justice est attaquée de toutes parts Mmh. aujourd'hui, de façon principielle. Elle serait trop laxiste, elle serait la source de tous les maux, y compris de sécurité dans notre pays. Je ne le crois pas. Je ne veux pas instruire ce procès contre la justice, mais en l'occurrence, pouvoir commenter une affaire précise. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, dans l'article du Monde qui a annoncé la veille ou l'avant-veille de la mise en examen d'Agnès Buzyn qu'elle allait être mise en examen, on apprend aussi que les juges de la Cour de justice pourraient se pencher sur la gestion du troisième confinement en février-mars, quand le gouvernement et Emmanuel Macron avaient refusé de suivre les préconisations du Conseil scientifique qui voulait reconfiner le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je crois que Il y a un bug quelque part là, non? les Français sont juges d'une certaine façon Mm. et regardent les choses avec beaucoup de bon sens Mm. sur la gestion de cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu des défauts d'expression, des tâtonnements au début de la crise? Oui, certainement. Mais là, Comme dans tous les pays sur au monde. Est-ce que par la suite, au fur et à mesure que les informations étaient avérées, qu'elles Mm. étaient plus précises Mm. sur cette pandémie, les bonnes décisions ont été prises au bon moment? Je le crois profondément. Mm. Et au fond, je pense que les Français ont fait Mais là, leur sur la question jugement. précise, On fait leur sur la jugement question précise, sur la question, des interrogations sur une mais possible poursuite contre le président voyez bien, par je rapport pense à la décision de ne pas reconfiner le pays. c'est encore une fois extrêmement dérangeant Mm. qu'on judiciarise Mhm. les décisions politiques de santé publique, où on a dû trouver à chaque instant de cette crise un équilibre entre le maintien de la vie économique et sociale, puisque les conséquences des confinements, on l'a bien dit, elles ont été aussi très profondes dans le pays, et puis la gestion sanitaire de cette crise. Je crois que l'équilibre a été trouvé, le bon équilibre et les bonnes décisions ont été prises au bon moment. Et ce sont les Français qui sont juges et qui seront juges demain, Dans cette mobilité. politiquement, des choix politiques qui ont été pris dans cette crise. Alors, les Français seront juges, en tout cas après Agnès Buzyn, Olivier Véran, Édouard Philippe ou encore Sibeth Ndiaye pourraient aussi vont être convoqués pour être mis en examen. Une mise en examen d'Olivier Véran, Stanislas Guérini, est-ce qu'elle doit conduire à son départ du gouvernement? Mais vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit concernant Agnès Buzyn, je le pense tout aussi profondément pour les dirigeants politiques que vous avez cités. Oui. Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est aussi la concomitance avec la gestion de la crise. Nous sommes encore dans la crise pandémique. Olivier Véran est en responsabilité aujourd'hui pour prendre des décisions chaque jour très nombreuses pour protéger nos concitoyens. Et on est déjà dans un agenda judiciaire. Il faut juste réaliser un instant. Mais vous disiez, La ça se fait nulle part au monde. C'est Agnès ça que vous dites. Buzyn, Ouais. c'est la seule ministre au monde Mm. qui connaît une mise en examen aujourd'hui. Et alors, Véran, Ça devrait Philippe, peut-être nous interroger, effectivement, sur la façon dont on accompagne les responsables politiques qui ont à prendre des décisions. Et encore une fois, ils doivent ensuite se soumettre, évidemment, face aux électeurs, face aux Français. C'est normal et c'est la vie démocratique que cela. Mais je crois, et aujourd'hui à votre antenne, je veux dénoncer
cette judiciarisation-là, parce que je pense qu'elle est néfaste pour la démocratie et même pour notre capacité à juger de la responsabilité des décideurs politiques. Vous savez, vous me sentez certainement touché par Révolté, ces révolté, attaques contre Agnès révolté, Buzyn. je Mais c'est dirais. aussi parce que moi j'ai fait campagne aux côtés d'Agnès Buzyn. À Paris, on Et précise. à Paris, je l'ai accompagnée. Et j'ai croisé, et tous ceux qui l'ont accompagnée, responsables politiques, militants, journalistes aussi, ont vu Agnès Buzyn être arrêtée par des gens dans la rue qui la remerciaient parce qu'elle les avait soignés. Moi j'ai vu ça à de nombreuses reprises. Parce que pendant 30 ans, Agnès Buzyn, elle a soigné des gens. Alors aujourd'hui, qu'elle puisse être attaquée pour mise en danger de la vie d'autrui dans une pandémie qui a touché 7 milliards de personnes, effectivement, oui, moi, ça me choque. Alors, les conséquences politiques pour Édouard Philippe et aussi pour Olivier Véran. Donc, Édouard Philippe, au moment où il lance son parti politique, il peut y en avoir ou pas? S'il était mis Vous en me posez examen. des questions qui sont de nature Ouais, assez différentes. différentes. Ouais. Moi, ce que je pense, politiquement, c'est que au fond, ce sont les Français qui sont les mieux à même de se faire leur avis de la gestion de la crise, de la qualité des décisions qui étaient prises, de la transparence d'informations qui ont été données. Et elle a été très grande. Vous avez en tête ces conférences de presse hebdomadaires dans lesquelles Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, avant eux, disaient exactement ce qu'on Ou le président savait Salomon. et ce qu'on ne savait pas. Ouais. Cette expression-là, on l'a tous en tête. Édouard Philippe l'a employée à de nombreuses reprises. Moi, je crois que cette transparence, c'est un gage, au fond, de crédibilité dans la relation qui est à l'heure aux Français. Et encore une fois, ce sont eux qui seront les juges. Et il me semble que l'avis de l'opinion est fait sur la gestion de cette crise. Elle n'est pas finie, il y a encore des décisions à prendre devant nous. Mais je ne pense pas qu'eux accepteront, les Français, de refaire le match après le match avec toutes les informations. D'autant plus, d'ailleurs, il faut préciser pour nos auditeurs qu'il y a eu des commissions d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise, qui sont peut-être venues d'ailleurs assez rapidement. Bien entendu. Là encore, parfois, je constate avec sourire qu'on nous dit on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas dans l'état de droit, les choses ne sont pas faites de façon transparente. Je connais peu de pays au monde où on a autant débattu. Rendez-vous compte, c'est le 10e projet de loi que nous venons de voter à l'Assemblée nationale sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, avec à chaque fois un débat démocratique, avec toutes les semaines des questions qui étaient posées au gouvernement, avec des commissions d'enquête parlementaires, et au Sénat, et à l'Assemblée. Et ensuite, on nous explique qu'on est dans un pays qui n'est plus un état de droit. Alors justement, je pense que ça n'est pas crédible. Pays qui n'est plus un état de droit, c'est par exemple LFI et le Rassemblement national et tous les manifestants et les leaders de ces manifestations anti-pass et anti-vax. LFI et le Rassemblement national qui considèrent d'ailleurs que, outre Agnès Buzyn, les autres ministres mis en cause doivent subir le même sort. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est la crédibilité de ces paroles qui viennent de dirigeants politiques qui ont dit dans cette crise tout et son contraire. Tout et son contraire. Regardez ceux qui au début de la crise disaient le vaccin, on n'est quand même pas bien sûr, etc. Puis ensuite, on fait le procès au gouvernement de dire le gouvernement a la responsabilité que le vaccin n'arrive pas suffisamment vite. Et les mêmes qui aujourd'hui sont dans des manifestations en disant ne vous faites pas vacciner, ce vaccin est dangereux pour vous. Quelle est la crédibilité? Non mais je parlais LFI et Rassemblement national. Vous en trouvez bon nombre parmi les partis politiques que vous venez de citer qui sont exactement dans ce cas-là. Donc moi, je vous fais une recommandation collective. Ne passons pas trop de temps, au fond, à répondre à chaque absurdité qui est lancée par l'opposition dans cette crise. Faisons notre boulot. Moi, je suis à la tête du parti présidentiel, du parti majoritaire. Je pense que nous, notre responsabilité, c'est d'avancer. En responsabilité de protéger nos concitoyens, de tout faire pour trouver le meilleur équilibre possible entre la gestion de la crise sanitaire et puis les conséquences économiques et sociales que celle-ci a. Je crois que les bons choix ont été faits au bon moment. Et continuons à faire ça et ne perdons pas trop de temps dans ces polémiques stériles. Alors, une dernière question sur ce sujet. Vous laissiez entendre tout à l'heure que faire de la politique demain, ce ne sera plus la même façon de la faire qu'hier. En quoi cette mise en examen d'Agnès Buzyn va changer quelque chose à la façon de faire de la politique? Et puis, est-ce que ça vous donne toujours, vous, qui êtes patron du parti majoritaire, comme vous le dites, de continuer en politique, de faire de la politique? Ou est-ce que ça peut décourager des personnalités politiques d'en faire? Je pense que les gens qui regardent ça de l'extérieur, effectivement, peuvent se poser 2-3 questions sur la capacité à exercer des responsabilités aujourd'hui dans le pays. Moi, je crois que quand on fait de la politique, c'est que globalement, on a envie de changer les choses. C'est que globalement, on a envie
d'agir pour l'intérêt collectif. Moi, il y a un peu plus de 4 ans, je ne faisais pas de politique. Je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui sont engagés derrière Emmanuel Macron pour changer les choses. Est-ce que l'envie est toujours là? Ouais. La réponse est oui. Non, mais est-ce que l'envie peut-être? Est-ce que la peur, la crainte l'est aussi? C'est pas une question de crainte. Vous parliez tout à l'heure de l'épée de Damoclès. De capacité d'action. Ouais. Voilà. Quand on fait face à une crise imprévue, aussi imprévisible et aussi vaste au fond, cette épée de Damoclès, je pense qu'elle empêche quotidiennement parce qu'elle fait peser sur les décisions, sur chaque décision qu'on prend, un risque judiciaire. Encore une fois, je ne suis pas pour que les responsables politiques ne puissent pas rendre des comptes le moment venu, mais je crois que leur action quotidienne ne doit pas être empêchée. Alors, on passe à notre sujet d'actualité, c'est l'annonce de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi son discours, qu'est-ce que vous en avez pensé? Discours de lancement de campagne. D'abord, je pense qu'à chaque dimanche, vous pourrez commenter 1, 2, 3 candidatures supplémentaires à l'élection. Oui, si vous voulez, on peut commenter Montebourg la semaine dernière. Marine Le Pen qui se relance aujourd'hui. Candidate à gauche. Ouais. 7e. Me semble-t-il, oui, si on fait le compte. Ça n'est pas une surprise, mais au fond, moi, ce qui me marque, c'est de ne pas savoir pourquoi est-ce qu'elle est candidate. On n'a pas compris ce qu'elle a dit tout à l'heure. Son discours, j'ai entendu une sorte de succession de mots-clés qui font toujours plaisir à entendre, concertation, écologie, industrialisation. C'est-à-dire pour vous, c'est que de la com? J'ai vu beaucoup de communication, oui. Comme souvent, moi, vous savez, je suis élu parisien et donc je vois l'action quotidienne d'Anne Hidalgo. Je vois la différence entre la communication, les grands discours sur la concertation et puis ensuite ce qui arrive vraiment dans le quotidien. Pourtant, elle vous a battu il y a 1 an et demi. Vous ne remet pas cela en cause une seule seconde. Je n'ai pas noté non plus qu'Emmanuel Macron était candidat à la mairie de Paris. Je crois que ce sont 2 élections différentes. Mais oui, ce que je vois, c'est que déjà, quand on veut être candidate à une élection, il faut régler les problèmes qui sont ceux du mandat pour lequel nos concitoyens nous ont fait confiance. Est-ce que les problèmes à Paris sont réglés? Est-ce que Paris est une ville plus propre, où il y a moins de dysfonctionnement du quotidien? Je ne le crois pas. Donc je crois qu'elle ferait mieux de se concentrer sur les problèmes pour lesquels elle a été élue, vous le rappeliez à l'instant. 7 candidats à gauche, cette candidature d'Anne Hidalgo, ça peut être un problème, un danger pour celle d'Emmanuel Macron ou pas? Je ne le crois pas. Vous savez, moi, je pense que, encore une fois, l'enjeu qui est le nôtre, c'est pas celui d'être commentateur de ce qui se passe dans les primaires, les systèmes de départage, les multiples candidatures à gauche ou à droite. L'enjeu pour nous, c'est de continuer à agir pour nos concitoyens. L'enjeu pour nous, dans cette rentrée, c'est de vacciner. L'enjeu pour nous, c'est de relancer l'économie. Enfin, pour vous, pas En Marche, vous, le gouvernement de la majorité santé présidentielle. Ouais. Celles et ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité pour l'intérêt général du pays. Ça, je crois que c'est quelque chose qui compte. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que nos concitoyens prêtent au fond peu d'attention à cette sorte de brouhaha médiatique politicien sur les affaires de personnes. Et en revanche, à chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger avec eux, s'intéressent au sujet de leur vie quotidienne. Et les sujets de la vie quotidienne dans cette rentrée, c'est beaucoup plus vacciner ou embaucher que de savoir qui, à gauche ou à droite, émergera de cette compétition présidentielle lancée bientôt. Alors, on va parler après d'autres candidatures, notamment celle d'Éric Zemmour. Mais d'abord, votre actualité, Stanislas Guerini, c'est-à-dire l'actualité d'En Marche. Près d'1 million de tracts en faveur d'Emmanuel Macron sont distribués depuis ce week-end par les jeunes marcheurs. En clair, par l'ensemble des marcheurs. Par l'ensemble des marcheurs, mais c'était lancé par les jeunes marcheurs, il me semble. En tout cas, ça confirme, vous confirmez, qu'Emmanuel Macron, qui multiplie les déplacements en province et les promesses, est en campagne présidentielle. Il va être candidat, c'est sûr. Que le président de la République soit sur le terrain, s'occupe des problèmes du monde, il y en a quand même quelques-uns, et l'actualité estivale nous l'a montré, ou du pays. Quoi de plus normal? Nous sommes encore à 8 mois. Non, mais ce qui est en campagne sans le dire. Et donc, c'est ce que disent les oppositions. Si on appelle être en campagne, s'intéresser aux problèmes du pays, essayer de régler les choses, il l'a fait encore à Marseille ces derniers jours. Dans ce cas-là, oui, il est en campagne il était pour trouver des solutions pour les Français. Il était auprès c'est différent que de faire une campagne présidentielle. Ensuite, que le parti qu'il a créé soit sur le terrain, convaincre, distribuer des tracts,
s'engage pour montrer que le bilan de ces 50 quinquennats a été à la hauteur de ce que la situation du pays imposait. Bien, moi, je l'assume parfaitement. Oui, moi, je suis en campagne pour convaincre que ce quinquennat, ça a été un quinquennat d'avancée, de plus pour les Français. Et ça, nous allons le faire extrêmement activement. Alors, ce qu'on reproche... D'abord pour convaincre, et puis aussi pour écouter nos concitoyens. Je crois que c'est ça aussi le rôle d'une formation politique. Ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, ce que les oppositions lui reprochent, c'est de faire des promesses aujourd'hui, des promesses non tenues depuis 4 ans et demi. Notamment donc Marseille, il y a aussi eu son déplacement à Manosque auprès des agriculteurs vendredi, il y a eu d'autres choses. Mais quelles promesses non tenues quand il se déplace pour annoncer aux agriculteurs que justement on met en place... Pourquoi si tard quoi, c'est ça une assurance pour mieux prendre en compte les conséquences directes du changement climatique pour les agriculteurs. Quand il se déplace à Marseille pour trouver des solutions, mettre de l'argent sur la table, pour une ville qui en a bien besoin, pour régler le problème des écoles, de la sécurité, de l'éducation, de l'emploi, de l'attractivité de cette ville. Pourquoi est-ce qu'on pourrait lui faire ce reproche-là? Vous savez, les débats que vous me donnez sont vieux comme la politique, les oppositions. Et évidemment qu'elles vont toujours nous dire « Mais attendez, ça, vous aurez dû le faire un peu plus tôt dans le quinquennat. Ça, c'est une promesse non tenue. » Vous dites ça vaut pas... Et ça n'intéresse pas les gens d'une certaine façon. Ce qui intéresse les gens, quand on fait des réunions, quand on va à la rencontre de nos concitoyens, c'est de savoir si on règle les problèmes de leur quotidien. Est-ce que dans ce quinquennat, on a réglé tous les problèmes? Non, bien entendu. Il reste beaucoup de choses pour relever le pays. Et nous venons de sortir de crises qui ont continué à mettre des défis sur la table. La réponse que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à le faire jusqu'au dernier quart d'heure, pour reprendre l'expression du président de la République. Oui, on va continuer à agir pour nos concitoyens. Alors justement, vous allez continuer à agir pour vos concitoyens, pour nos concitoyens. Alors, autre débat en cette rentrée 2021, c'est celui autour des réformes encore possibles ou pas d'ici à la présidentielle. D'abord, la réforme des retraites, enterrée ou pas? Je ne pense pas qu'il fallait parler d'enterrement pour la réforme des retraites. Enterrée d'ici à 2022. Je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible. D'abord, il faut dire ce qu'on veut faire aux Français. Est-ce qu'on a besoin de mener une réforme des retraites? Est-ce qu'on a besoin de repenser l'avenir du modèle social français? La réponse est oui. Mais quand? Plusieurs raisons. Quand J'y viens. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a un système qui dysfonctionne et qui crée des injustices. Et puis, parce qu'on a un système qui génère son propre déséquilibre financier. Donc, sur ces deux raisons-là, oui, demain, il faut avoir le courage de dire il faut faire la réforme des retraites. À la fois sur la question de la durée du travail, à la fois sur la question du minimum de retraite à apporter pour que ceux qui aient travaillé toute une vie puissent bénéficier d'une retraite décente, d'une retraite acceptable, sur la question des régimes spéciaux. Donc tout ça, il faut le mettre sur la table. Et le président de la République, dans son discours du 12 juillet, l'a fait de façon claire. Donc c'est la première réponse. Non, on ne peut pas parler d'enterrement de la réforme des retraites. Mais quand? Ensuite, est-ce qu'on peut la faire? Attends, je vous repose la question. Est-ce qu'on peut faire cette réforme? Je ne voudrais pas vous frustrer en ne répondant pas. Est-ce qu'on peut faire cette réforme d'ici au 24 avril 2022? Moi, je crois que si on engage cette réforme, il faut la faire de façon complète, pleine et entière. C'est une conviction personnelle sur la question, pour justement donner une lisibilité aux Français. Le président de la République avait posé des conditions d'une certaine façon. Le rétablissement de la situation sanitaire, le rétablissement de la situation économique, et ne pas créer de la tension pour mettre en œuvre sereinement cette réforme. Est-ce que ces conditions-là sont réunies? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, pas encore. Et d'ailleurs, j'ai constaté que cette semaine, le président de la République a dit les choses de cette façon-là. Donc, moi, mon opinion personnelle sur cette question... C'est le Premier ministre qui a dit les choses. Oui, en déplacement, vous avez noté que le président a dit, au fond, quand on aura tombé les masques, et je pense que c'est une parole de bon sens. Donc ça ne sera pas avant la fin du quinquennat. Moi, je crois qu'il faut la préparer dans ses moindres détails, dire exactement ce que nous voulons faire, et puis que le débat présidentiel permettra, au fond, à chacun de se faire une idée, de se prononcer sur l'opportunité de la réforme des retraites que nous mettrons sur la table, et puis de la faire dans le prochain quinquennat. Et ça veut dire que d'ailleurs que l'augmentation des petites retraites, ces 1 000 euros qui étaient attendus au 1er janvier 2022, pareil, c'est fini. Vous savez que nous le faisons pour certaines catégories, notamment pour les agriculteurs. Et notamment pour les agriculteurs. Je pense que c'est la justice que de faire cela. Et ça sera fait ou pas? Pour les agriculteurs, oui, je crois qu'il faut le faire. Nous avons d'ailleurs voté à l'Assemblée nationale. Donc, il faut aller au bout de nos intentions sur ces sujets-là. Mais pour une réforme systémique, plus complète, eh bien, je crois qu'il faut la préparer maintenant pour la faire par la suite. Pareil, autre réforme, celle qui a été votée, l'assurance chômage.
Jean Castex a annoncé, c'était mercredi, je crois, la mise en place de cette réforme à partir du 1er octobre. En quoi est-ce, comme il l'affirme, une réponse, vous en parliez tout à l'heure, aux difficultés de recrutement? Quelle est la situation du pays? Une économie qui repart fort, et un niveau de chômage qui retrouve son niveau où nous l'avons amené avant le début Donc de cette on est à crise. 8,1%, 8,1%. Exactement. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'avait pas été prédit par les économistes, qui prévoyaient le pire en réalité. Et c'est le fruit direct de ce que nous avons fait pour protéger les emplois dans cette crise. Tant mieux. Maintenant, on voit que les risques qui pèsent sur la reprise sont des risques notamment d'embauche. Pour que les entreprises ne trouvent pas aujourd'hui en face Donc, la possibilité de pouvoir embaucher. En quoi la réforme Bien, de l'assurance chômage il faut permettra répondre à ça. de La répondre réforme à de ce risque? l'assurance chômage, c'est une réforme qui est une incitation absolue à travailler, une incitation aussi absolue à créer de l'emploi de qualité, c'est-à-dire plutôt des CDI que des CDD. Tous ces aspects-là, ils seront mis en œuvre. Moi, je souhaite que cette réforme elle soit mise en œuvre de façon pleine et entière. Il y a une partie qui rentrera en application au 1er octobre et une autre partie pour remettre la France à niveau des autres pays européens sur les critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier des droits au chômage. Je pense que sur tous ces aspects-là, il faut faire cette réforme parce qu'elle correspond au fond aux besoins du pays. Alors ce seuil d'éligibilité, justement, c'est quoi? Nous avons entendu tout l'été chez les entrepreneurs, pas que dans l'hôtellerie-restauration, dans tous les secteurs d'activité qui ont du mal à embaucher. Faisons en sorte que dans notre pays, le travail paye toujours plus que l'inactivité. C'est un mantra de ce quinquennat. Nous voulons valoriser le travail. Nous l'avons fait en baissant les charges, en augmentant la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires. Le travail doit payer à tout point de vue. Et cette réforme, c'est une brique finalement complémentaire du projet que nous portons pour valoriser à tout point de vue le travail dans notre pays. Une réforme rejetée quand même par les syndicats. J'entends cela. Pas l'intégralité d'ailleurs des syndicats, mais je crois encore que quand ce que nous faisons correspond aux besoins du pays, alors il est juste de pouvoir avancer. C'est le moment de faire cette réforme. Est-ce que vous ne redoutez pas justement de remobiliser les syndicats dans leur ensemble avec cette réforme de l'assurance chômage? Je ne crois pas, parce que quand on avance avec le sentiment de répondre à ce que, y compris nos concitoyens vivent dans leur quotidien, alors il faut avancer. Et c'est ça aussi la responsabilité. On parlait au début de notre entretien de la responsabilité des politiques. Notre responsabilité à nous, c'est de répondre aux besoins du pays. La CGT appelle d'ailleurs à manifester mardi prochain, le 14 septembre, contre l'obligation vaccinale pour les soignants. Des militants CGT d'ailleurs étaient hier dans les cortèges des anti-pass et anti-vax. Est-ce que vous ne redoutez pas cette convergence des luttes chère à la CGT et aussi d'ailleurs à la France Insoumise? Convergence des luttes et CGT et France Insoumise. Je crois que depuis le début du quinquennat, je réponds à des interviews où de façon systématique on me parle de convergence des luttes. Je ne l'ai pas vu dans ce quinquennat. Je pense qu'il s'agit là de combats très divers, très éparses. J'entends bien qu'il y aura une volonté au fond de ramasser les différentes colères qui peuvent exister dans le pays. Vous n'en craignez pas? Mais je ne vois pas la finalité de cela. Moi, je porte dans la vie politique un projet pour, pas un projet contre. Je vois que la vie politique, elle est beaucoup faite de tous ceux qui essayent de ramasser toutes les peurs, toutes les colères, toutes les formes de déclinisme aussi dans le pays. Nous portons un projet positif pour le pays. Nous essayons de construire une France demain plus désirable. C'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, vous parlez de ceux qui essaient de ramasser toutes les peurs, toutes les colères. Parmi eux, il y a un certain Éric Zemmour, Stanislas Guerini. Il a confirmé hier soir chez Laurent Ruquier qu'il réfléchissait à sa candidature. Voulant, a-t-il dit, imposer ses thèmes. Alors ces thèmes, c'est quoi? Les thèmes dans la campagne: lutte contre l'immigration, suppression du droit du sol notamment, le grand remplacement, la théorie du grand remplacement, c'est aussi dans sa tête, ou encore une alliance entre la droite et l'extrême droite. Et il dit d'ailleurs, la faute de Jacques Chirac, ça a été de ne pas s'allier avec Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je n'ai pas envie de commenter dans les 8 mois qui viennent, ouais, mais toutes les petites phrases, les provocations, non, mais Zemmour, le cas obsessions d'Éric Zemmour. Moi, ma crainte n'est pas électorale. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'électeurs dans le pays qui hésitent entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Mais ma crainte, c'est de voir le débat politique entraîner systématiquement vers le bas.
Par Éric Zemmour notamment. Notamment Éric Zemmour. S'il livre des heures d'antenne durant à agiter les peurs, à dire ses obsessions, à parfois avoir des phrases qui sont profondément racistes, je le dis. Et d'ailleurs, il a déjà été condamné, en l'occurrence, pour ça, quand il assimile l'ensemble des migrants à des terroristes, quand il veut interdire les prénoms d'obédience musulmane. Tout ça est évidemment profondément choquant. J'ai quelques questions à ce sujet. D'abord, vous dites de parler des heures et des heures. Justement, est-ce que au passage, le CSA, est-ce qu'il a bien fait de demander que son temps de parole portant sur le débat politique soit décompté? Et ensuite, qu'est-ce que d'ailleurs cette disposition du CSA peut impliquer. Demandez-vous, par exemple, vous, Stanislas Guerini, qui est le patron d'En Marche, de répondre à ces interventions sur CNews. Parce que le décompte de temps de parole, c'est ça. De quoi parle-t-on? On ne parle pas d'interdire de parole Éric Zemmour, mais parce que parfois on a l'impression tel que... Mais c'est pas le cas, bien sûr. Il peut répondre qu'on veut bâillonner une personnalité. Là aussi, ne nous faisons pas prendre dans les mauvais pièges médiatiques. Non, mais justement, je vois bien que c'est pas la façon dont vous posez la question, mais je le dis parce qu'on a l'impression parfois que c'est ça dont il s'agit. Donc, il faut juste rétablir la chose. Il s'agit de comptabiliser le temps de parole d'une personnalité qui est de moins en moins journaliste et de plus en plus politique. Lui-même laisse de moins en moins planer le mystère sur ses intentions. Donc qu'on puisse comptabiliser son temps de parole, qu'au fond il y ait une équité des temps de parole entre les différentes personnalités de la vie politique, moi je vous le dis franchement, ça ne me choque pas. Je pense que la décision du CSA n'est pas une décision choquante. Il s'agit de comptabiliser le temps de parole. Mais qu'est-ce que ça doit impliquer? C'est intéressant de voir. Vous savez que les candidats, dans leurs affiches par exemple électorales, ne peuvent pas utiliser le drapeau français. On n'a pas le droit de mettre dans une affiche sur son livre, ça vous choque? Bleu, blanc, rouge. Bon, on voit bien que pendant des longues minutes d'antenne, on a à l'écran la couverture du livre d'Éric Zemmour qui ressemble à une affiche électorale avec le drapeau français. Il dit je me suis basé sur ce qu'a fait Trump avant moi. Et c'est ce qu'il dit. Très bien. Voilà. Chacun ses inspirations. Alors, ça veut dire qu'il ne devrait pas le faire? Non, je ne dis pas ça, mais je dis que on doit regarder les gens pour ce qu'ils sont dans la vie politique du pays. Lui, c'est un homme politique maintenant, c'est plus un journaliste. De plus en plus. Et donc CNews, il doit pouvoir continuer à animer son émission sur CNews ou pas? Je ne suis pas pour l'interdire de temps de parole, encore une fois, ne vous méprenez pas. Non, mais je suis simplement pour qu'on regarde les gens dans la vie politique pour ce qu'ils sont. Éric Zemmour est de plus en plus candidat, homme politique aujourd'hui, c'est son droit. C'est mon droit aussi de choisir les thématiques dont on veut parler, de ne pas laisser le débat politique être entraîné dans le caniveau, parce que je considère que les obsessions zémouriennes des heures d'antenne durant, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la vie politique dans ce pays, mais je ne veux en aucun cas l'interdire d'antenne ou l'interdire de parole. Non, mais ce que je vous demandais, est-ce que vous pouvez demander, notamment à CNews, de pouvoir répondre à ce qu'il dit? C'est ça la question. En tout cas, sur l'équilibre des temps de parole, il y a des règles dans notre démocratie, elles doivent être appliquées. Voilà tout, je ne demande pas à changer les règles, je demande à ce que les règles soient appliquées. 2-3 autres questions sur Zemmour. Hier soir, chez Laurent Ruquier, il dit 70% des Français pensent comme moi, à savoir, je le cite, qu'on n'est plus en France aujourd'hui. Deuxième citation. Une équipe de France avec 12 joueurs noirs, c'est curieux. Il y a des moments dans le match où il y a 10 joueurs blacks. C'est quoi? C'est une déclaration d'un journaliste, d'un homme politique ou tout simplement d'un raciste? Puisque vous avez parlé tout à l'heure du racisme d'Éric Zemmour. Je crois que bien souvent, Éric Zemmour laisse percevoir une pensée teintée de racisme. Son obsession pour la couleur de peau, pour les prénoms, pour toute personne immigrée, tout ça, effectivement, a des relents de racisme. Eh bien, il faut le combattre politiquement, et je ne suis pas sûr non plus que la meilleure manière de le faire, ça soit de chaque jour commenter la petite phrase. Non, mais là, c'est juste un jour. Au fond, une provocation de plus pour faire parler de soi. Parce qu'il sait que plus sa parole sera outrancière, plus les réactions seront nombreuses dans le pays. Bien, c'est dommage aussi pour notre vie démocratique. Parce qu'on a le droit, dans le pays, d'avoir une parole mesurée, d'avoir une parole d'intérêt général. On parlait des réformes. Il y a beaucoup de choses à faire pour notre pays qui sont plus importantes. Alors quand j'entends qu'Éric Zemmour dit 70% des Français pensent comme moi, bien soit qu'il se présente à l'élection. Aujourd'hui, je ne vois pas 70% d'intention de vote pour Éric Zemmour. Et tant mieux. Et tant mieux parce que ça veut dire que le pays n'est pas à la même hauteur
que le débat qu'il essaye d'imposer. Autre déclaration de Zemmour, je suis désolé de poser une question sur Zemmour, mais c'est une déclaration, d'après les retours qu'on a eus, qui a choqué nos auditeurs. Il explique dans son livre, il renvoie dans son livre dos à dos la famille de Mera et celle des enfants juifs assassinés par le même Mera à l'école aux Aratora de Toulouse. Je cite Zemmour. Donc c'est ce qu'il écrit dans son livre. La famille de Mohamed Merah a demandé à l'enterrer sur la terre de ses ancêtres en Algérie. On a aussi su que les enfants juifs assassinés dans leur école confessionnelle de Toulouse seraient, eux, enterrés en Israël. C'est du Zemmour dans le texte. Les anthropologues nous ont enseigné qu'on est du pays où on est enterré. Je me souviens de la tirade hilarante du chef des tontons flingueurs. L'Amérique, c'est bien pour y faire de la garbure ou à la rigueur pour y vivre, mais pour ce qui est de laisser ses os, il y a que la France. Quel commentaire, Stanislas Guérini. Et je vous dis, ça a choqué nos auditeurs. C'est d'abord évidemment indigne. Vous disiez un peu plus tôt qu'il regrettait que Jacques Chirac n'ait pas fait alliance avec Jean-Marie Le Pen. Bon, voilà, on comprend mieux pourquoi il peut dire ça. C'est effectivement tout à fait digne de Jean-Marie Le Pen que de prononcer des propos comme ça. Ce sont des propos choquants, indignes, et qui justifient tout à fait qu'on puisse considérer qu'Éric Zemmour est bien souvent une personnalité raciste. Et on rappelle qu'il a voulu aussi, qu'il a tenté, qu'il a réhabilité Pétain en expliquant qu'il avait sauvé les Juifs français, Zemmour. Hein. Et d'ailleurs, je suggère simplement. Non, mais je voulais. Voilà, on le laisse. On laisse. Et alors, ses obsessions et la vie politique est plus belle que ça, croyez-moi. Et d'ailleurs, qui est le plus dangereux aujourd'hui dans les idées, dans la forme, dans le fond? C'est Zemmour ou c'est Marine Le Pen qui relance sa campagne? Moi, encore une fois, c'est une question. Je ne vais pas hein. être l'arbitre des extrêmes droites dans le pays. Vous voyez bien quel est, moi, mon combat politique. Mais c'est une question qui peut se poser. Vous me posez la question sous un angle de dangerosité, au fond. Pour moi, la seule dangerosité, ça serait de ne pas proposer un projet au pays. On sort d'une crise qu'on n'a pas choisie, mais je pense qu'on peut collectivement choisir comment est-ce qu'on construit demain une France plus forte, une France qui saura faire face aux grands enjeux qui sont devant nous. Ça compte. Et le danger pour nous, ça serait d'oublier de porter cette parole-là, constructive, positive. Je pense que c'est la meilleure réponse à toutes les formes de populisme dans le pays, et elles sont nombreuses. 3 minutes avant la fin de cette émission, quelques questions d'actualité, on va dire, internationale ou liées au terrorisme. Puisque dans l'actualité de la semaine, il y a Stanislas Guérini, il y a eu le début des procès des attentats du 13 novembre 2015. Mais d'abord, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Peut-on d'ailleurs en attendre quelque chose quand on constate que Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, se livre depuis le début du procès, à des provocations contre la justice, ces 130 victimes au nom d'Allah? Très rapidement. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, oui, on peut attendre beaucoup de ce procès. Un moment comme celui-là, c'est un moment où toutes les paroles doivent s'exprimer, notamment celles des victimes. C'est un procès qui fait l'honneur de la France. Oui, bien sûr. Et c'est l'occasion pour notre démocratie de montrer qu'à tout point de vue, nous sommes plus forts que le terrorisme. C'est pour ça que ce procès doit avoir lieu. C'est pour ça que Salah Abdeslam doit être jugé avec un procès digne de notre démocratie. C'est à la fois l'honneur de notre pays, mais c'est aussi la force de notre démocratie. C'est à ça que ce procès doit servir. Et je constate d'ailleurs que le président du tribunal conduit avec beaucoup à la fois de dignité et d'habileté ce procès, parce qu'il ramène ce terroriste qui essaye de se servir du procès comme une sorte de tribune pour ses prêches totalement délirantes et folles. Il le ramène à ce qu'il est, c'est-à-dire un esprit malade, un esprit tordu, un esprit vicié qui a commis cet acte de barbarie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, parce qu'il faut réhumaniser. C'est à ça que doit servir aussi la justice. Vous vous souvenez où vous étiez le 11 septembre 2001? Je pense que chaque Français se souvient. Moi, j'étais étudiant. J'étais en classe préparatoire à l'époque, et j'ai été, comme chacun de nos concitoyens, percuté par cette bascule dans un monde nouveau, celui où on peut effectivement fomenter des attentats de masse, comme ça a été le cas aujourd'hui. C'est évidemment autour du 11 septembre des journées importantes de mémoire, parce que c'est ça aussi la force de notre démocratie, notre capacité à ne pas oublier les milliers de victimes. Et puis, l'occasion de rappeler que ce combat-là contre ce terrorisme, cette menace, ce terrorisme islamiste, c'est le combat d'une génération, non pas évidemment ou bien jamais contre une religion, mais contre une idéologie barbare.
C'est un combat de L'islamisme. liberté. Oui, bien sûr. C'est un combat de liberté que notre génération doit mener pour défendre ce qui fait la grandeur de nos démocraties, notre capacité à vivre ensemble, à faire cohabiter aussi toutes les religions, à défendre notre modèle de laïcité, notre modèle de vie au fond. Ce combat-là, c'est le combat de génération et on doit continuer à le mener tous ensemble. Et pourtant, 20 ans après le 11 septembre, tout est de nouveau en place en Afghanistan. Trafic de drogue, le poids vers la complicité du Pakistan, puisque les talibans sont de retour au pouvoir depuis quelques semaines. Donc, complicité du Pakistan et de ses services secrets, et le rôle toujours trouble du Qatar. Alors, est-ce qu'on peut négocier avec les talibans pour sauver des vies et en même temps soutenir leurs opposants? Et comment ne pas avoir à choisir entre l'autoritarisme et la terreur? Moi, je ne crois pas que les talibans aient changé. Il n'y a pas, Aujourd'hui. il y a pas de essaye, talibans modérés, comme on l'a laissé entendre il y a quelques semaines le Je journal Le pense Monde, pas. hein. Je pense pas qu'il y ait de talibans modérés. Il suffit de voir ce qui se passe à Kaboul aujourd'hui. Notamment pour les femmes, hein. Les témoignages qui remontent. Il suffit de voir la terreur qui est en train d'être imposée à nouveau. Je ne crois pas qu'on puisse se négocier avec les talibans. Merci en tout cas, Stanislas Guerini, d'avoir Merci à vous. répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.